Et alors, on a invité, alors on aurait pu inviter plein de gens, mais on s'est retourné vers d'abord Didier. Et quand Didier... On ne voit pas Didier sur la... Excuse-moi, Marc, on ne voit pas Didier. Mais nous, on ne voit pas l'image qu'on vous renvoie. S'il vient vers nous, est-ce que c'est mieux? Oui, on vous voit là. Brendan, c'est bon là? Ça marche. Parfait. Merci, parfait. Donc avec Didier tout à l'heure, je vous demanderai la plus grande discrétion. On fonctionnera en club. Et un club, c'est pas de fermer. En gros, on va le pousser à nous, sinon dévoiler, mais en tout cas à nous faire quelques indiscrétions sur l'avis du groupe de travail sur le numérique qui est en train de se balader entre le groupe et le ministre. Et donc on verra dans quelle mesure il peut nous donner quelques ingrédients. Mais si on dit qu'il l'a dit, il dira qu'il ne l'a pas dit. Mais ce sera pour la fin de la table ronde. Donc Didier, il anime le groupe du HCTS, donc Haut Conseil du Travail Social. Ça a remplacé le Conseil supérieur du Travail Social, suite au plan pour le travail en faveur du travail social et développement social. Donc il anime ce groupe qui planche depuis maintenant plusieurs mois sur ces questions-là et dont un certain nombre de personnes sont dans la salle aujourd'hui. Donc on y reviendra. Camille Linquier, elle est à la fois à Emmaüs Connect et à Whittaker et elle nous parlera de ces deux déjà associations qui ont pris une place importante dans le paysage, qui amènent l'apparition de nouveaux acteurs. Et elle viendra nous dire ce qu'elle promeut. Elle est chef de projet d'un des projets de Whittaker, qui est le projet Les Bons Clics. Aurélien Bouvier, toi, on se connaît, puisque Aurélien, il siège au comité régional du travail social au titre de la représentation des personnes usagées ou accompagnées. On verra quels sont les termes, peu importe. Mais allez, on va dire que c'est le poil à gratter au CRTS quand les professionnels commencent à tourner en rond. Il y a Aurélien qui sonne la cloche et qui commence à nous dire attention, attention, là vous êtes un peu en train de tourner en rond dans vos propres logiques. Donc merci à tous les trois d'être là. Et puis on va essayer quelque chose qui n'est pas évident dans une table ronde, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de ne pas prendre 10 ou 15 minutes la parole chacun, mais qu'on travaille autour de deux thèmes. Donc on va faire des paroles, on va essayer de croiser les paroles donc dans des prises de parole relativement courtes puisqu'ils auront au moins 2 fois la parole chacun. Alors le premier thème globalement, c'est de réexplorer un peu avec chacun d'entre eux les différentes thématiques qui convoquent la question numérique quand on réfléchit à l'accompagnement social, à l'accompagnement éducatif et aux questions de précarité et ainsi de suite. Revisiter ces différentes thématiques pour aller vers le geste professionnel. Donc on va démarrer avec Aurélien. Je pense qu'il y a un deuxième micro. Je vais en garder un. Si jamais vous êtes trop long comme ça, j'arrive à vous couper parce que si je perds le micro, c'est foutu. Et avec Aurélien, donc peut-être avoir ce premier témoignage, finalement, en venant à cette journée, puis tu as assisté déjà aux travaux du CRTS, tu y as participé, un petit peu ton regard un peu général sur cette question et comment toi tu penses que ça se pose quotidienne. D'accord. Je tiens juste à préciser un petit peu ce qu'est l'organisation du CRPA, qui n'est pas le CCRPA comme indiqué dans votre petit flyer. C'est-à-dire qu'auparavant, le deuxième C correspondait au Conseil consultatif des personnes accompagnées, accueillies. Ce conseil n'est plus consultatif, c'est-à-dire qu'il est participatif, en ce sens où nos réunions plénières amènent des réflexions sur certaines thématiques qui sont prises en compte au niveau national par des hauts conseils ou par les ministères. Moi, je suis élu du département 35 et je représente le CRPA au niveau régional, donc le Conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées en structure. Alors, qui sont ces personnes? Je pense que beaucoup de gens le savent, mais je tiens quand même à le préciser, que nous sommes issus de l'exclusion et de la précarité. Ces personnes peuvent être
issus de problèmes psychiques, de problèmes liés à des addictions, de violences conjugales, etc., etc., et sont prises en charge dans des structures type foyer, donc dans des temps réduits, ou dans des pensions de famille, là où le temps est très allongé. Et donc le CRPA se réunit en plénière autour de questions, je peux en citer deux ou trois, hein. L'hébergement d'urgence, le SIAO, l'accompagnement social, les jeunes et la participation, vous avez même les animaux au sein de structures, c'est très large. Néanmoins, ce que j'ai un petit peu précisé auparavant entre nous, c'est que les personnes qui sont accueillies ont une priorité, c'est la resociabilisation, retrouver des ressources en soi pour pouvoir réaffronter de manière citoyenne le monde dans lequel on est. Donc effectivement, on a pu perdre nos bases et nos repères, mais c'est temporaire et on peut reconstruire, notamment à l'aide de l'hébergement et d'un accompagnement social. Je tenais à dire que notre priorité n'est pas le numérique, mais, comme je l'ai signalé, la reconstruction d'une identité. Et ça passe par le culturel, ça passe par du loisir, ça passe par des associations de rencontres, ça passe par une reconsidération de soi et une reconfiance en soi. Donc le numérique, et on a pu déjà le dire ce matin, n'est pas la priorité, c'est bien l'échange qui est la priorité. Voilà, mon premier point. Il t'a amené, quand on t'a sollicité pour cette journée, à nous dire, finalement, moi, le thème m'intéresse pas tellement. Je n'ai jamais... Enfin, ça, c'est de manière personnelle, hein. Moi, le numérique, c'est vraiment pas mon affaire. Je suis dans l'enseignement à la base, et moi, c'est vraiment l'aspect culturel qui prime, avant tout, et humain. Et, bon, néanmoins, à l'école, le numérique est là, et voilà. Deuxième point, le numérique est important, et comme il a été dit par de nombreuses personnes accompagnées, on doit s'y faire. Et ça passe notamment par nos droits, quoi, le respect de nos droits. Donc, effectivement, le numérique est essentiel. Néanmoins, et à ce titre-là, je représente les personnes accompagnées, le numérique ne doit jamais être une obligation constitutionnellement parlant. Il n'en est rien. Donc, je l'ai dit une fois au sein du CRTS, ça devrait figurer dans l'introduction du rapport, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire. Constitutionnellement parlant, je me répète, mais il n'y a pas d'obligation à utiliser le numérique. Donc vous voyez que l'écriture d'un rapport au CRTS, c'est pas si simple parce qu'il y a d'autres points de vue sur la première phrase du rapport. Donc il va falloir négocier. Mais Aurélien reconfirme qu'il veut, et il nous l'a déjà dit, voir cette question de, finalement, l'aspect facultatif des usages du numérique dans l'intervention sociale être affiché comme un des préalables à ce rapport. Voilà. Sinon, non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? L'accès au droit. Oui, l'accès aux droits en partenariat avec les travailleurs sociaux, inévitablement, comme il a été dit, l'accès aux droits passe par le numérique. Donc, après, dire que les personnes accompagnées n'ont aucune connaissance du numérique, ça aussi, ça a été dit, c'est faux. Je veux dire, j'en suis la preuve, quoi. Enfin, je suis capable de gérer mes démarches administratives de manière individuelle. Et il faut encourager à le faire. Et je dirais même qu'en poussant un petit peu le bouchon, et j'ai l'habitude de le faire au CRTS, mais par observation, j'ai quand même passé 6 ans en pension de famille, et des mots propres des travailleurs sociaux, l'accompagnement tue l'accompagnement. Donc il faut favoriser l'autonomie des gens de manière à ce que l'accompagnement, justement, ne tue pas l'accompagnement. Favoriser l'autonomie des gens, ça c'est important, et je pense que ça passe par des liens à l'extérieur des structures d'accueil.
Et dans ce sens-là, je pense à Rennes, vous avez des structures qui accueillent des personnes, notamment l'autre regard, où sont organisés des cours en informatique. Donc, en dehors du contact avec les travailleurs sociaux. Et donc, faut privilégier ces contacts extérieurs. Et là, je reviens sur la question des loisirs et de la culture. Merci. Ça fait le lien, je pense, avec Camille. Non, ou avec Didier, pardon, excuse-moi. Alors voilà, non, les outils, effectivement, les outils, à partir de cette première mise de la table et de la nappe par Aurélien, je pense que tu voulais revenir sur ce qui s'est passé ce matin et puis élargir plus généralement aux actes du travail social. Je voulais vous remercier parce que j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Klaxon, que j'ai trouvé formidable et en même temps tout à fait révélateur d'une réalité. Qu'est-ce que fait Klaxon? Il vous demande d'abord qui vous êtes. Alors, soit vous remplissez, vous mettez un code, vous mettez un identifiant, soit vous mettez votre adresse mail. Là, c'était un identifiant ce matin. Ensuite, il vous oblige à gérer un mot de passe. Et puis, vous avez vu combien c'est compliqué de gérer un mot de passe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs mots de passe et tout ça. Et donc, vous avez eu... Et puis, j'étais en train de vous regarder dans la salle. Je voulais prendre une photo, puis ça n'a pas marché. Mais finalement, chacun était face à son écran. Nous n'étions plus ensemble, mais nous étions chacun face à son écran, face à ce logiciel. Le logiciel est bien un tiers entre vous et quelque chose d'autre qui se passe. Et puis à la fin, il vous dit « Ah ben non, moi j'ai atteint mon quota, vous ne pouvez pas rentrer ». C'est-à-dire que là aussi, ce type de réponse qu'il a apporté, on peut penser que de nombreux usagers, de nombreuses personnes qui sont chez elles en train d'essayer d'accéder à tel service ou tel autre, peuvent se retrouver fort embarrassés et complètement coincés. Alors le problème, c'est que ça se pose également pour les travailleurs sociaux, qui eux-mêmes ont des plateformes et qui leur répondent « Ah non, 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 il n'y a pas de place pour vous » ou veuillez vous reconnecter, tout ça. C'est-à-dire que ces soucis informatiques que l'on a pu voir ce matin. Alors après, vous avez été très habile puisque vous avez réussi à trouver des solutions très rapidement. Il fallait trouver une solution. Mais tout le monde n'est pas en capacité de trouver des solutions rapidement. C'est là que c'est un peu compliqué. Donc le logiciel nous impose un certain nombre de choses et on n'est pas tous égaux face à cette imposition. Et donc, par rapport à ces questions-là, ils nous fascinent, ces logiciels. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes complètement captés par eux et ils peuvent nous amener, effectivement, en mobilisant notre attention, à ne plus nous mobiliser sur l'attention à l'autre. C'est-à-dire que sommes-nous face à face, sommes-nous côte à côte, et est-ce qu'il y a un écran entre nous et la personne? Évidemment, cette question-là se pose. Et donc, on a bien vu ce matin aussi une collègue qui a expliqué qu'elle ouvrait son ordinateur que quand elle en avait besoin, mais elle continuait d'être en lien avec la personne. Il n'empêche que ces outils, ils nous percutent tous à un niveau différent. Alors, évidemment, on a un sentiment pour les travailleurs sociaux de perte d'identité, de se dire, ben voilà, mon métier il est en train de changer, ils sont confrontés à une embolie, ce qu'on appelle l'infobésité, il y a trop d'informations, on devient obèse de toutes ces informations qui nous arrivent, et donc on est un peu coincé, on est dans une logique où l'information nous submerge, mais ça submerge aussi les personnes. Et donc par rapport à ça, on peut comprendre qu'il y a un certain agacement. Et finalement, on a des collègues qui peuvent être anti, entre guillemets, numériques, ou parce que, justement, il y a quand même des effets inattendus, des effets secondaires un peu ennuyeux. Et pourquoi la question qui se pose également, c'est comment mon métier est en train de changer. Souvent, on entend dire ça, mon métier va changer. Ben, moi, je ne crois pas qu'il va changer. Je pense simplement que là, nous sommes dans une période qui fait que nous sommes bousculés. Autant que les personnes accompagnées, autant que les partenaires, nous sommes tous bousculés par cette organisation qui se met en place. Je dirais bien deux mots sur quand même la question de la bureaucratie administrative qui est une première couche et qui a réussi avec la couche logicielle à mettre deux langages différents. On peut être très expert en bureaucratie administrative et les travailleurs sociaux maîtrisent plutôt bien cette bureaucratie-là, entre guillemets. Et puis, par contre, ils peuvent moins bien maîtriser le numérique. Pour une personne accompagnée, elle peut tout à fait maîtriser le numérique, mais pas maîtriser la bureaucratie. C'est-à-dire qu'il y a deux couches. C'est bien plus compliqué d'avoir un langage que l'on capte sur deux langages différents, alors qu'au départ, il n'y en avait qu'un. Voilà, pour expliquer un petit peu cette question. Et on peut comprendre donc qu'il y a des agacements de part et d'autre. On peut avoir des personnes accompagnées qui s'énervent, et c'est logique, quand on est face à ces droits et qu'on voit qu'on ne peut pas y accéder. Et on peut avoir aussi des professionnels qui sont très désappointés et qui ne savent pas comment faire. Or, si on revient au travail social, c'est quand même
c'est quand même, il y a quand même une pratique qui est très ennuyeuse pour certains, de dire les travailleurs sociaux, ils posent toujours la question du sens. Pourquoi on fait ça? Comment doit-on le faire? Dans quel respect? On a des fondamentaux. Et donc, l'un des fondamentaux pour les professionnels, c'est de dire qu'on est très soucieux du respect de la vie privée quand même. On est soucieux, on ne veut pas que ça parte. Voilà. Et donc, on se pose beaucoup de questions. Et nous sommes donc confrontés, comme vous, comme les partenaires, à des questions qui sont les mêmes pour nous. Après, cela veut dire aussi, ce qui a été dit lors d'une audition avec, ça y est, j'ai perdu son nom, une audition que nous avons eue sur l'inclusion numérique, l'inclusion numérique, il a été dit, les travailleurs sociaux ne sont pas appelés à devenir des experts du numérique. Non, bien sûr, mais ils ont une part à prendre, et peut-être une part sur la question de la base, c'est-à-dire pouvoir déceler peut-être là où la difficulté va être majeure pour la personne concernant les applications et l'utilisation, les outils. Alors c'est bien avec Didier parce qu'il fait les liens, là, il a fait l'effort, voilà, de mettre en avant ce sur quoi Camille va aussi intervenir, mais peut-être avant de prendre la balle au bon, nous redire Emmaüs Connect, WeTakeCare, des nouveaux opérateurs dans le secteur, des débuts de controverse sur le sujet. Qui y a derrière, quel est le projet, et puis revenir sur du coup la question des gestes professionnels et des compétences. D'accord, merci. Donc moi je suis Camille Linky, je représente aujourd'hui Emmaüs Connect et WeTakeCare qui sont deux associations sœurs puisqu'elles ont été créées par la même équipe. Emmaüs Connect d'abord qui a 8 points d'accueil en France et qui accueille des personnes orientées par des travailleurs sociaux pour leur proposer des offres de téléphonie solidaire et de connexion solidaire, mais aussi des ateliers d'informatique puisque au-delà de l'accès à l'équipement, il y a le problème des usages qui s'est assez rapidement posé. Voilà, donc Emmaüs Connect propose ce qu'on appelle des permanences connectées pour ces personnes et pour accompagner le changement d'échelle en fait qui est dû à l'accélération de la dématérialisation des démarches. L'équipe d'Emmaüs Connect a créé WeTakeCare dont le rôle est plutôt d'outiller les aidants. Donc on dit souvent aider les aidants à aider. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que vous, travailleurs sociaux, mais aussi les structures de proximité accueillent beaucoup de personnes qui viennent poser des questions et n'ont pas forcément les outils pour répondre, n'ont pas d'outils de diagnostic pour identifier, évaluer le niveau des personnes qu'elles ont en face d'elles, et ensuite des outils pédagogiques pour accompagner. On parlait tout à l'heure d'outils ludiques. C'est vrai que apprendre le numérique à des personnes qui en ont peur, ça peut être assez compliqué. Voilà, donc ça c'est Emmaüs Connect et WeTakeCare. Chez WeTakeCare, on a 2 plateformes du coup. Click and Job qui est une plateforme qui s'adresse aux jeunes en insertion avec des ressources pédagogiques qui sont plutôt utilisées par des missions locales aujourd'hui, mais donc les 2 plateformes sont gratuites. Je vais lever ce sujet tout de suite. Et Les Bons Clics qui est une plateforme de ressources pédagogiques sur les compétences numériques de base. Compétences numériques de base, ça va de j'apprends à allumer mon ordinateur à j'apprends à naviguer sur un site un petit peu complexe. En fait, l'objet derrière ça, c'est de pouvoir accéder à ses droits dans un premier temps, puis à toutes les opportunités d'Internet. Alors juste, j'introduisais juste les éventuels points de controverse, ce n'est pas le sujet là, mais l'actualité et avec nous aujourd'hui, c'est intéressant, c'est de voir arriver des partenariats publics-privés. Je dis c'est intéressant et discutable. Derrière Emmaüs Connect, à partir de mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, il y a des financements liés à SFR, et derrière WeTakeCare, il y a des financements, il n'y a pas que ces financements-là, mais il y a aussi des financements de la Fondation Google. Donc on est au cœur aujourd'hui, effectivement, par ces nouveaux usages, par ces nouvelles problématiques d'alliances, de partenariats associatifs, d'entreprises et de fondations en particulier, parce qu'on ne connaît pas bien en France, et moi j'ai souvent vu au Québec, c'est question de philanthropie et philanthropie d'entreprise. Ce n'est pas trop le sujet là, mais à partir de votre expertise, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme stratégie pour prendre la balle au bon, à la fois des propos d'Aurélien et des propos de Didier, sur finalement les gestes professionnels autour de l'accompagnement social? Alors, donc, juste sur le financement, effectivement, Google est un financeur historique de WeTakeCare.
On vient juste d'apprendre qu'on avait remporté aussi French Impact. Donc voilà, il n'y a pas que des financements privés. On est un collectif, il n'y a pas que WeTechCare et Emmaüs Connect. Mais, voilà. Pour ce qui est du coup du sujet, effectivement, on parlait de pouvoir diagnostiquer les compétences numériques. Ça semble assez évident. En fait, c'est un peu comme quand on va chez le médecin. On a envie que le médecin nous fasse un diagnostic et nous ausculte avant de nous faire une ordonnance ou de nous orienter vers un spécialiste. Là, c'est un petit peu pareil. Voilà, je pense que le diagnostic des compétences numériques, il doit intégrer le diagnostic global des personnes, simplement pour pouvoir proposer un accompagnement adapté. En fait, on entend souvent le chiffre des 40% de personnes qui sont en difficulté avec le numérique. Donc ça ne veut pas dire des personnes qui ne savent pas utiliser le numérique, qui à un moment dans leur parcours, dans une démarche, se sont retrouvées bloquées. Et ces personnes-là, on pourrait un peu les distinguer en 3 typologies. Il y a les personnes qui sont exclues, ça représente à peu près 7%, si on divise les 40. C'est des personnes soit qui ne veulent pas du tout, parce que j'aurais peut-être dû le dire au début, mais l'objectif c'est pas d'imposer le numérique, pas du tout. Ce qu'on veut, nous, en tout cas dans les 2 associations, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes qui n'y ont pas accès puissent avoir le choix d'utiliser le numérique et d'en profiter. Voilà, donc les personnes qui sont exclues, en fait, ça va être très très difficile pour elles a priori d'apprendre le numérique, soit pour des raisons de handicap, d'illettrisme. Voilà, il y a des barrières en tout cas à franchir d'abord. Donc ces personnes-là, on va plutôt les orienter vers, les assister. On va devoir faire avec elles. Ensuite, il y a des personnes qui vont pouvoir être formées. Donc là, c'est important de savoir où elles en sont dans leur parcours. Est-ce qu'elles ont besoin de tout apprendre depuis le début, ou est-ce qu'elles ont juste besoin d'apprendre à envoyer un mail, par exemple, de franchir les dernières heures qui manquent. Et il y a les personnes qui vont avoir juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc ces personnes-là, on les appelle plutôt les proches. Et j'imagine que vous les rencontrez. Et on ne va pas apporter la même réponse à quelqu'un qui a besoin d'assistance et d'être accompagné côte à côte sur chaque ligne de la démarche, voire même sur l'explication de voilà comment il faut cliquer dans la case, etc., que la personne qui a besoin d'un coup de pouce et qui, elle, va avoir surtout besoin d'être rassurée et d'ailleurs de lever plutôt des freins qui vont être soit psychologiques sur le numérique, soit administratifs sur la démarche en elle-même. Voilà, donc on pense quand même que ce diagnostic, il est très très important, même si, bien sûr, quand la personne vient, l'important c'est de répondre à l'urgence de la demande, mais si on veut vraiment favoriser l'autonomie, après, réussir à sensibiliser, à motiver la personne pour lui expliquer que le numérique peut s'apprendre, que en fait elle aussi elle peut le faire, parce qu'il y a les personnes qui ne veulent pas, c'est vraiment une chose, mais des personnes qui se sentent même pas capables de le faire, et celle-là, il n'y a pas de raison qu'on leur propose pas, et donc après réussir à sensibiliser, à motiver, à trouver les bons mots, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et qui est pas si simple, donc qui doit rentrer, je pense, dans les pratiques. Dans cette expérience qui débute, même si elle a déjà quelques années, on est quand même au tout début, quelqu'un l'a dit ce matin, je crois que c'est Christian Lemoine qui le disait, finalement on est au début de cette mutation, cette transformation. Dans les offres que vous proposez, quel est le type d'intervenants que vous positionnez et comment leurs compétences et leurs fonctions s'articulent avec celles des travailleurs sociaux traditionnels? Je vais peut-être empiéter un petit peu sur la suite. En fait, l'objectif, c'est qu'une personne qui se présente, que ce soit quand même le public cible, ce sont les personnes qui cumulent à la fois la précarité sociale et la précarité numérique. Voilà. Après, tout le monde a le droit d'apprendre le numérique, bien sûr, et on est ravis que les outils servent. Mais voilà, les personnes qu'on veut aider, c'est surtout les personnes qui cumulent aussi la précarité sociale. Et du coup, on est allé chercher les acteurs qui les accompagnent. Ça peut être bien sûr les travailleurs sociaux, mais ça peut être aussi les structures de proximité, les associations de quartier et les opérateurs qui eux-mêmes dématérialisent. Donc l'objectif, c'est qu'une personne qui arrive, disons, à l'accueil de Pôle emploi, se voit accompagné en fonction de son niveau et pas juste aider, je vous aide à faire votre actualisation et puis dans un mois, mais plutôt ensuite orienter vers une structure qui va pouvoir la former pour qu'elle soit autonome le mois prochain ou dans 2 mois. Enfin après, l'objectif c'est vraiment d'autonomiser. Donc en fait, ça peut être toutes les structures qui peuvent s'engager. Enfin, nous, on ne ferme vraiment pas de porte. Après, je pense qu'il y a des structures qui doivent prendre leur rôle quand même. Les opérateurs doivent accompagner sur leur démarche notamment. Mais l'objectif, c'est de créer un réseau où un usager ne se retrouverait pas à un moment sans solution.
Alors avec Aurélien, merci Camille, avec Aurélien on se projette un petit peu. Deuxième round, deuxième temps dans notre table ronde. Et demain, et à partir de situations concrètes, quand on échangeait, vous mettiez par exemple en avant des dispositifs comme le logement d'abord, qui sont là encore, pas si nouveaux que ça, mais ça fait 4-5 ans que ces nouvelles formes d'intervention apparaissent. Donc comment vous voyez-vous un petit peu la transformation des modes de vie, des enjeux, et comment peut-on réfléchir un petit peu à cette question, mais quand on se projette dans le futur? Oui, donc regard vers l'avenir. J'avais envie de parler d'une question qui se pose de manière très prégnante dans notre institution, à savoir le plan quinquennal qui s'organise autour du logement d'abord. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que la priorité sera donnée au logement pour les personnes en situation d'exclusion et de précarité. La priorité n'est plus de les faire passer comme moi j'ai pu passer en pension de famille ou en foyer. Donc ils seront logés soit dans dans des structures type archipel ou autres, enfin des bailleurs sociaux, hein, ou même dans le privé, c'est prévu. Et ça, c'est à voir dans les prochaines années. C'est globalement ce que, quand on jargonne au niveau professionnel, on va appeler la désinstitutionnalisation. Donc l'hétérogénéité, la variété, la diversité des formes de soutien et d'accompagnement, de plus en plus dans la cité et de moins en moins dans des institutions spécifiques. Néanmoins, 3 cas de figure vont se poser. Le premier cas de figure où les personnes resteront à la rue. Donc là, l'association et les travailleurs sociaux seront essentiels dans le lien avec ces personnes-là. Deuxième cas de figure, le logement d'abord. Vous l'aurez compris, les personnes sont logées en autonomie et dans leur propre logement avec leurs clés, sans ouverture. Enfin, c'est leur choix premier d'ouvrir à la personne qu'ils souhaitent. Et troisième cas de figure, c'est le cas des foyers, des pensions de famille, où là, il y aura encore des travailleurs sociaux. Ce que j'émettais, moi, c'est que dans le lien qu'il y aura à faire avec les personnes logées, le travailleur social aura toujours une place, mais quelle sera la place du numérique? Ça, c'est une question que je vous pose directement, vous, travailleurs sociaux, puisque le lien se fera peut-être par le numérique. Et dans ce cas-là, nous, on pose une question au CRPA, c'est quel type d'accès à Internet? Et nous, on pose d'ores et déjà la chose, c'est que chaque appartement pour des personnes issues de la précarité devront avoir un accès Internet. Oui, un poste d'ordinateur avec un accès Internet à domicile chez les personnes. Nous, on pose ça comme base. Voilà. Donc il y aura bien entendu un lien avec le travailleur social, mais nous aussi on pense aussi un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver une place aux personnes issues de la précarité, mais qui s'en sont sorties et qui peuvent jouer un rôle de travailleur pair. Alors le travailleur pair, on peut lui donner aussi le nom de père aidant ou d'expert du vécu. Alors, quand je parle de père aidant, c'est P-A-I-R. Hein. Donc voilà. Mais il faudra penser, je pense, à ce rôle du travailleur pair dans l'aide aux personnes qui seront logées de manière autonome. Et il faudra penser aussi à cet accès numérique. Et il faudra repenser le rôle du travailleur social. Voilà. Merci. Et une petite anecdote, peut-être pour conclure, mais il faut donner confiance à ce travailleur pair. J'ai entendu, moi, au sein du CRTS, une anecdote qui m'a un petit peu frappé. Des personnes ont rencontré des sans-domicile fixe et ont été surpris de voir l'un d'entre eux avec un Mac. Et ils ont bien insisté sur il avait un Mac. Alors il va falloir, chez vous, travailleurs sociaux, essayer de vous décentrer un petit peu
et ne plus regarder ces personnes, oh, il a un Mac. Mais il faudra le regarder comme un potentiel travailleur pair. Parce que si cette personne est effectivement à la rue, mais trimballe un Mac, il est expert, quoi. Expert à la fois de la vie à la rue, et en même temps, il a une connaissance du médium, de l'outil informatique. Donc il faudrait penser à l'embaucher, plutôt que de le regarder, oh, il a un Mac. Voilà. Merci. Alors, dans cette perspective de réseau, d'asymétrisation des places, de transformation des places, de ce travail entre public, privé, associatif, travailleurs sociaux traditionnels, patentés, et encore comment ça va évoluer, et aussi travailleurs pairs et experts du quotidien. Camille, est-ce que vous pouvez, surtout qu'on est dans un institut de formation, nous donner quelques billes sur la manière dont vous imaginez les stratégies de formation, stratégies de formation qui mélangent les statuts, stratégies de formation qui distinguent les statuts, et finalement, dans ces stratégies de formation, quelques éléments clés, alors qu'on sait, ça a été dit aussi très souvent ce matin, que tout ça va très vite. Est-ce que vous avez quelques propositions et audaces à nous proposer? Je vais essayer. Comme on a tout un tas de profils différents de personnes qui veulent apprendre, je pense que pour la formation des aidants, c'est un petit peu la même chose. Il y a des aidants qui vont vraiment faire de la formation longue sur les compétences numériques. Il y a des aidants qui vont être peut-être plus dans de l'assistance. Et là, ça ne va pas être les mêmes compétences qu'on va forcément demander. Des aidants qui vont être plutôt dans le coup de pouce, comme j'ai dit tout à l'heure. Et parmi ces aidants-là, il y a aussi les salariés qui vont pouvoir assister à des journées de formation plusieurs fois dans l'année. Et ce qu'on voit beaucoup, et les personnes qui sont en contact en fait avec les publics souvent, ça peut être des services civiques par exemple, ou des emplois dans lesquels il y a beaucoup de roulements, de changements, et qu'on va pas pouvoir former 2 jours systématiquement au début. Donc il faut s'adapter un petit peu dans la manière de former. Par ailleurs, Emmaüs Connect est organisme de formation et forme les travailleurs sociaux. Je sais que d'ailleurs en Bretagne, il y a un certain nombre de travailleurs sociaux qui ont été formés par Emmaüs Connect. D'autres le font aussi. C'est vraiment sur l'inclusion numérique. On réfléchit à d'autres formes de formation, qui seraient plutôt du 360 learning, si je peux. Du 360 learning. Désolée pour l'anglicisme. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même le présentiel est hyper important dans la formation, et parce que ça permet l'échange, ce qui est la différence avec le distanciel. Ça permet d'être avec un groupe et d'échanger et de partager des anecdotes. Malgré tout, parfois c'est pas possible, et donc on essaye de créer des formats qui vont être plutôt des formations rapides en ligne. Par exemple sur le diagnostic, puisque diagnostiquer en réalité, évaluer le niveau d'une personne, c'est pas compliqué une fois qu'on a l'outil, mais réussir à quitter la conférence. On a perdu Brest. Eh ben, écoutez, on va continuer avec Saint-Brieuc, Lorient et Rennes. Brest, c'est le bout du monde, mais c'est pas là-bas que tout démarre normalement, hein. C'est l'heure de la marée basse, nous dit Olivier Frézel. Bien. Donc, on était sur les différentes formes de formation, le dosage entre présentiel, distanciel, et vous étiez au moment où vous reveniez sur la manipulation des outils diagnostiques. Oui. Alors, il y a effectivement la manipulation des outils. Après, des outils, on peut en avoir plein. Enfin, nous, on en propose, mais c'est une proposition, justement. Mais dans la manière d'aborder les choses, le fait de proposer à la personne de passer un test pour évaluer ses compétences numériques, par exemple, déjà, ça peut être assez violent dans l'approche. Donc tout ça, c'est des petites choses qui s'apprennent. La posture, être à côté de la personne, pas derrière, à la regarder. Enfin, voilà, c'est par exemple en ligne, on a déjà fait un premier essai de formation sur comment diagnostiquer le niveau d'une personne. On va en faire d'autres. L'objectif étant que ce soit quand même ludique aussi pour les aidants qui vont eux-mêmes se former. Voilà. Et c'est vrai que si on se met dans une perspective de mise en réseau où on n'aura plus seulement des professionnels qui vont pouvoir être amenés à accompagner, mais des proches, des aidants informels, des pairs. Et moi, j'y crois aussi énormément. Je pense que c'est un moyen vraiment super
super. Il faut trouver des modalités du coup, c'est peut-être plus vraiment de la formation, mais de monter en compétences rapides pour vraiment être dans le concret et pas avoir à faire 30 heures de formation pour pouvoir accompagner quelqu'un sur le numérique. Voilà. Avant de terminer avec Didier, j'avais envie de... la conférence. Ah, ben voilà, nos quelques amis brestois et brestoises nous rejoignent. Peut-être avant de passer la parole à Didier pour conclure cette table ronde et revenir jusqu'à l'actualité du HCTS sur ce sujet, vous demandez à l'un et à l'autre, mais juste très rapidement, comment vous aviez... alors vous n'avez pas assisté aux ateliers parce qu'on a pris un temps pour échanger, mais comment vous aviez vécu la matinée et s'il y avait quelque chose à retenir de ce qui a été présenté ce matin, ce serait quoi? Allez, l'un commente peut-être le film, l'autre la présentation des travaux du CRTS, mais juste une image, une réaction. Camille? Moi, je pense que ça a été le fait de pouvoir se mettre, de mutualiser les forces entre les personnes qui savent accompagner sur le numérique et les travailleurs sociaux pour apporter un maximum de réponses. Et je pense, justement, c'était dans le Morbihan. Je sais qu'il y a des ateliers qui se font entre une personne bénévole qui accompagne sur le numérique et une assistante sociale. Et voilà, ce sera que je retiendrai. Aurélien, par rapport à cette matinée... Très enrichissante. En fait, je vais plus noter une réflexion que j'ai eue par rapport peut-être à une parole malencontreuse de notre intervenant qui parlait de handicap social. Je trouve que les mots, il faut y faire attention. Comme d'une personne avec handicap ou une personne porteuse de handicap, une personne ne se limite pas à un handicap. Donc parler de handicap social, je trouve ça malheureux comme parole. Une personne peut être temporairement dans une situation d'exclusion, de précarité. Effectivement, ça a fait des paraphrases, hein, mais il faut se lancer dans des phrases un peu plus longues plutôt que d'arrêter. Enfin, voilà, je reste à cette remarque. Néanmoins, j'ai été très intéressé par ce qui a pu se dire, combien même le numérique ne me fascine pas. Merci. Alors, on termine cette table ronde avec Didier, et je pense que là encore, la transition par rapport à cette question de l'évolution des places et de la question du rapport entre professionnels et personnes accompagnées est catalysée par cette question du numérique. Et on sait que c'est un sujet majeur dans le programme actuel du HCTS. Alors, je ne sais pas s'il faut que je parle du programme tout de suite du HCTS. Simplement dire qu'aujourd'hui, on a une opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ces outils numériques, je veux dire, redistribuent un peu les cartes, bousculent un peu nos habitudes. Et peut-être qu'on a deux options. Hein. On le subit, ou on agit, on réfléchit, et on construit des réponses qui sont portées par du sens et de la réflexion professionnelle. C'est ce qu'on a essayé de faire au niveau du HCTS. C'est-à-dire que le HCTS, le groupe d'abord qui s'est constitué, c'est 36... Alors, je vais parler sous le contrôle, entre guillemets, de Véronique Roussin, de la DGCS, qui est présente ici, Michel Leclerc, de la CFDT, qui fait partie du groupe, Amandine Robin, que je ne vois plus, mais qui était là ce matin. Oui, qui est là, là au milieu de l'amphi. Et puis, il y avait aussi Yvette Molina et François Sorin, bien sûr, et puis j'oublie quelqu'un. Je ne sais plus qui j'oublie. Enfin, bon, voilà, principalement. Donc, en fait, dire que ce groupe, il s'est constitué, on était plus de 30, 34, je crois, ou 35. Et en fait, 6 départements, c'est-à-dire beaucoup de monde, parce que le sujet, il est vraiment prégnant. Hein. Donc, à partir de là, effectivement, c'était un grand groupe. On s'est réunis, je dirais, un certain nombre de fois. On a un projet, un objectif de produire des recommandations, un texte d'orientation que l'on va présenter le 3 juillet prochain à l'Assemblée plénière du HCTS, c'est-à-dire que ce travail-là est quasiment terminé. Et on a un projet de produire 5 fiches techniques. On en a une qui est terminée, qui concerne justement les articulations et la façon de travailler ensemble. Parce que c'est quand même pas d'aujourd'hui que les travailleurs sociaux travaillent avec des partenaires, avec des personnes, et tentent quand même de, je dirais, valoriser leurs compétences. Sauf que
peut-être qu'on n'a pas capté suffisamment que les personnes accompagnées, elles ont aussi de sacrées compétences parfois sur le numérique, voire plus que le travailleur social. Ça peut arriver, voilà. On peut se retrouver dans ce type de situation. Donc il y a une question de partage, de positionnement professionnel et de partage. Donc ces 5 fiches qui sont en cours de rédaction, je peux vous dire ce qu'elles sont. Il y a cadre et conditions préalables à l'usage du numérique dans les pratiques du travail social, accès et maintien au droit... Attends. On ne va pas trop vite et... Premier thème, oui, alors cadre. Peut-être que je vais trop dans le détail. Non, dis cadre et... Conditions préalables à l'usage du numérique. C'est-à-dire que ce n'est pas en donnant un outil à quelqu'un en disant tu te débrouilles avec qu'on va avoir une bonne pratique de travail social. Ce n'est pas l'outil qui fait la qualité du travail. C'est quand même... et puis on peut avoir des outils qui sont mal montés, malheureusement. Cadre et préalable. Donc le deuxième aspect, c'est accès et maintien des droits à l'ère du numérique. C'est-à-dire que là, c'est la question qui embolise actuellement beaucoup de professionnels. Petit passage, le nouveau référentiel pour les éducateurs prévoit qu'ils travaillent aussi sur l'accès au droit. L'accès au droit, ce n'est pas uniquement les assistantes sociales et les conseillères en économie sociale et familiale. C'est une mission qui va être vraiment partagée par l'ensemble des professionnels parce qu'il y a un enjeu majeur là-dessus. Et ça fait écho à l'accueil social inconditionnel. Voilà. Et puis dans les CHRS, ces questions-là sont quand même aussi importantes. Et il y a déjà beaucoup d'éducateurs qui se sont saisis de ces questions-là. Le troisième point, c'est sur les plateformes numériques et leurs usages, puisque nous sommes tous confrontés dans notre pratique quotidienne, personnelle et professionnelle à ces fameuses plateformes. Une 4e fiche qui va parler de l'accompagnement social à l'ère du numérique, parce que c'est quoi accompagner, jusqu'où, comment, voilà. Et ce 5e document qui est finalisé, qu'on va présenter donc pour validation pour le Haut Conseil, articulation entre les travailleurs sociaux et les acteurs de l'inclusion numérique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que demain, nous n'allons pas porter seuls la problématique de l'inclusion numérique, tout simplement parce que les personnes sont en difficulté pour accéder à leurs droits et vont taper à la porte des centres médico-sociaux ou dans les CHRS ou dans les CCAS. Cette question-là, elle est bien plus transversale. Elle percute les centres sociaux, elle percute plein d'endroits, plein de lieux. Il y a aussi des aidants informels qui existent. Il y a aussi des lieux. On a repéré qu'il y avait aussi des personnes, des collectifs qui se créaient pour aider les autres, qui ne sont pas forcément référencés. Donc en fait, voilà. Donc on a un chantier qui est quand même assez conséquent et on a tout co-construit ensemble. C'est-à-dire qu'on a avancé. Je pense, pour les collègues qui sont là, on a avancé, c'est-à-dire qu'on avance en auditionnant également les intervenants. Donc on a d'ailleurs eu Yvette Molina qui nous a présenté un peu en avant-première le travail du CRTS. On a eu également We Take Care, France Connect, les PIMS, les médiateurs sociaux, le CGET, l'Agence du numérique avec qui... voilà, donc on a beaucoup travaillé et en même temps on construit un savoir commun en auditionnant et en revenant tout le temps à la source et aux bases du travail social. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on perde de vue d'objectif, que c'est d'abord le travail social et ce sont les outils, ne sont que des outils. Voilà. J'ai envie de te proposer de conclure autour d'une ou deux idées clés que tu, avec ce groupe, cherches à porter dans la vie nationale et en même temps te poser la question par rapport à ce que tu dis et ce qui a été dit beaucoup dans la journée, mais ce que tu dis là, sans aller au bout, me semble-t-il, finalement, à chaque fois qu'on parle de numérique, toi et d'autres, vous renvoyez le fait qu'il y a des bases au travail social et que, oui, c'est quelque chose qui crée des nouvelles conditions, c'est des nouveaux outils, mais finalement, le travail social, il a ses bases et ça ne remet pas en cause forcément ses bases. Et deuxième chose, et là on en a parlé autour des réseaux par exemple, on entend bien, mais de manière un peu impressionniste, que chacun d'entre nous imagine, possiblement, que ce qu'on est en train de commenter aujourd'hui n'est qu'un début. Un début dans les transformations de pratiques sociales, ce matin, il a été dit sociétales, voire anthropologiques, et que ça pourrait peut-être transformer fondamentalement les bases du travail social. Donc moi, ce que j'aimerais bien que tu nous dises au final, c'est ton intuition. Donc,
l'avis un peu que vous poussez, mais au fond, ton intuition, tu as été président de l'ANAS, tu as été encadrant en travail social, tu es aujourd'hui administrateur d'un centre de formation en travail social. Est-ce que finalement, par rapport à l'introduction de ce matin, modification, mutation, transformation, révolution, par rapport au travail social, qu'est-ce que le numérique va faire au travail social, au fond, de ton point de vue? Alors, les différents engagements, ils ont du sens et ils sont en lien. Hein. Je veux dire, la formation me paraît intimement liée à la pratique et enfin tout ça c'est lié. En fait, hein, c'est ce que je. Voilà. Moi, on parle pas de mutation parce que la mutation c'est la transformation quasiment d'un gène. Quand un gène mute, on est vraiment voilà. Nous pensons que nous sommes dans une transition. Une transition, c'est un mouvement c'est un changement, mais qui n'enlève pas ce que nous sommes au départ. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 15 ans, j'ai travaillé au CSTS sur un groupe de travail qui s'appelait Informatisation et Travail Social. Et qu'est-ce qu'on disait à l'époque? On dit des choses qui sont toujours valables aujourd'hui. C'est-à-dire que l'informatique, on disait l'informatique à l'époque, puisqu'on ne disait pas le numérique, on disait c'est un risque et c'est une chance. C'est-à-dire c'est un risque si on le subit et si on n'est pas en capacité d'analyser ce qui se passe et que l'on est complètement, je dirais, scotché devant l'outil, hypnotisé par cet outil ou ces écrans et finalement qui vont prendre toute la place parce qu'on ne maîtrisera rien, soit on les maîtrise, ces outils, ces logiciels, parce qu'on sait qu'ils vont nous aider pour ça. Et puis on ne prendra pas ce qui nous intéresse pas. C'est-à-dire qu'il faut une analyse raisonnée, distanciée de ce qui est utile, de ce qui l'est moins. Et donc d'ailleurs, il y a eu des expérimentations sur un certain nombre d'outils. On se rend compte que certains sont moins performants ou moins utiles que ce que l'on pensait. Par contre, d'autres le sont beaucoup plus. Donc il faut que l'on ait une réflexion autonome, professionnelle, enfin autonome et partagée. Et alors, s'il y a une idée sur laquelle on voudrait insister, je pense, Véronique, on pourrait en parler. Véronique, on co-anime le groupe. C'est pour ça que je me tourne un peu vers elle. La question, c'est que demain, il faudrait peut-être développer partout sur les territoires des espaces, des réseaux de solidarité numérique. De solidarité numérique. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a l'exemple du Morbihan qu'on a trouvé super intéressant. Le Morbihan a fait quelque chose quand même d'assez remarquable sur ces questions-là. C'est l'idée que l'on mette autour de la table les travailleurs sociaux, bien sûr, mais aussi les personnes accompagnées. Mais ça, maintenant, systématiquement, on va vers une présence des personnes accompagnées dans les instances, dans les différents lieux de décision, de gouvernance et tout ça. Que l'on mette autour de la table les personnes accompagnées, les travailleurs sociaux. Quand je dis travailleurs sociaux, c'est large, hein, secrétariat, parce qu'on a aussi développé l'idée que les secrétariats administratifs sont très importants. Les secrétaires médico-sociaux ne sont jamais cités, mais c'est elles qui reçoivent les personnes en premier et pour lesquelles la question de l'accès au droit est posée aussi. Il y a une assistante administrative dans un des post-it de Klaxoon en haut à gauche qui est intervenue aujourd'hui. Hein. Donc, dans la salle, il y en avait. Voilà. Effectivement, ces rôles-là sont en train de se rejouer. Moi, quand je dis travail social, c'est travail social plus secrétariat, plus encadrement. Voilà, je veux dire que c'est un grand thème. Et dans ce champ-là, nous ne pouvons pas travailler seuls. C'est évident que l'on va travailler avec des organisations, des partenaires. Et dans ces instances de solidarité numérique, il faut absolument qu'il y ait aussi les promoteurs de plateformes, c'est-à-dire les grands services, le service qui va gérer Amélie, la CNAM. Enfin, alors on a leur présence au territoire. La CAF, il faut que la CAF soit présente, par exemple, parce que ça a beaucoup d'impact énormément sur les personnes, ces questions numériques autour de la gestion des droits. Et quand on échange ensemble et quand on partage, eh bien, on va trouver des réponses ensemble. Première idée, c'est celle-là, c'est-à-dire se mettre tous autour de la table pour travailler ensemble pour une seule mission, c'est apporter aux personnes le service, les réponses possibles pour qu'elles ne se retrouvent pas dans ce qu'on appelle une nouvelle souffrance qui serait celle d'être complètement mise en l'air par le numérique. Parce que quand même, il y a un risque. Hein. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose par rapport à ça, elle vient de partir, je l'avais en tête, c'était donc ces groupes de travail
pour que l'on construise des pratiques. Et la première des choses, on en a parlé, c'est qu'on commence par faire une cartographie partout, que l'on sache exactement qui fait quoi et où. Parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle ville, vous n'avez pas encore dans des agglomérations, dans des communes, voire des groupements de communes, vous ne savez pas exactement si la bibliothèque Intel fait ceci pour le numérique ou pas. Voilà, il faut avoir l'idée que l'on puisse cartographier et mettre ensemble toutes les ressources possibles, humaines et également professionnelles, évidemment, et institutionnelles. Et donc, avec cette cartographie, on puisse travailler en réseau, développer des réseaux, et ce qu'on appelle le réseau de solidarité numérique, tel que l'a pensé, je pense, un peu à l'avant, un peu en précurseur, le Morbihan, en fait. Voilà, donc ça, ce seraient les deux principales idées. Alors évidemment, il y a d'autres petites choses, mais bon... Enfin, il n'y a pas que des petites choses, mais il y a... Et donc, dans notre avis, on a beaucoup insisté sur le numérique comme étant aussi un vecteur du pouvoir d'agir des personnes accompagnées. C'est-à-dire qu'on en a fait une partie parce que on a quand même cette réalité, c'est que... Alors, on a repris aussi ce que les personnes accompagnées attendent des travailleurs sociaux, puisque dans notre groupe, bien sûr, on a des représentants des personnes accompagnées qui nous disent ce qu'elles ont à dire. De ce côté-là, être certain que les choses se disent. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles disent qu'elles attendent des travailleurs sociaux qu'ils accompagnent de pouvoir continuer de faire appel à eux quand on en a besoin, mais pas forcément être mis sous tutelle parce qu'il y a un outil technique qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ce besoin, alors, il y a beaucoup de demandes aussi d'être en côte à côte et non pas en face à face. C'était aussi un des post-it de Klaxon sur ce donc côte-à-côte. On va très certainement, alors sous réserve de validation, cette partie-là concernant les personnes accompagnées, on va proposer, effectivement, rappeler que il est important que ces personnes accompagnées soient aient une place tout à fait définie et reconnue, et non pas uniquement associée. Alors c'est toujours compliqué la participation. On vous écoute, mais bon, finalement on vous écoute et puis on fait autre chose. Donc ce qui est important, c'est que ce que vous dites, ça se traduise aussi par des faits qui correspondent à ce que vous avez dit. Et non pas, voilà. Je te ramène là où on a quitté Camille et Aurélien pour le mot de la fin. Une idée, une réaction par rapport à ce matin et la journée que tu as passée avec nous en province, en Bretagne, là où toi tu travailles à un niveau national aujourd'hui sur ces sujets, mais une idée par rapport à ce matin. Alors, par rapport à ce matin, il y a un truc, c'était sur le schéma que vous avez proposé, qui m'a fait un petit peu réagir, mais qui n'est pas... c'est-à-dire qu'en fait, vous avez proposé, c'est Yvette Molina qui a fait ça, qui nous a proposé ça, je pense. C'était le schéma informatisation avec les enjeux pour le CRTS. Gestion, intervention professionnelle, il y avait 4 axes. Oui. Intervention professionnelle, liens sociaux, accès aux droits, compétences numériques, organisation du travail. Voilà. Et je me demandais si finalement l'intervention professionnelle ne chapeautait pas le reste. Parce que dans l'intervention professionnelle, il y a l'accompagnement physique, effectivement, voire à distance, mais il y a aussi l'éthique. Et la question éthique, elle traverse les autres champs. Elle traverse aussi bien l'organisation du travail. On a une éthique dans l'organisation du travail. On a une éthique dans les compétences numériques, sur les compétences techniques et sociales. On ne fait pas n'importe quoi, même si la technique nous permettrait de le faire. On réfléchit avant de se dire, est-ce que c'est normal de faire comme ça par rapport... Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, voilà. Et puis, sur les liens sociaux et l'accès aux droits, évidemment, il y a une éthique. Et donc, je me demandais si, finalement, la question de l'intervention professionnelle n'était pas peut-être pouvait pas être un petit peu un chapeau pour les autres aussi. Et transversal à l'ensemble. Voilà. Donc, on se donne un rendez-vous, croiser l'avis national et les travaux du groupe national. Alors, comme des représentants du CRTS y participent, ça va être stimulant, avec le travail autonome en région Bretagne sur ce sujet-là, dans lequel on est aujourd'hui et dont la journée cherchait à témoigner. Vous avez compris que la journée n'était pas à la fin du processus, mais au début de la dernière étape. Donc il nous reste la dernière étape. Il y a un rapport aujourd'hui sous forme provisoire de 80 pages, avec des préconisations aussi qui sont au travail, qui vont faire l'objet de la prochaine réunion plénière du CRTS. Donc ça va être passionnant de croiser. Donc on se donne rendez-vous, alors je ne sais pas, physiquement, sur les ondes, sur le net, pour croiser ces deux avis. Mais je vous propose d'applaudir à la fois Camille, Aurélien et Didier. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Et merci aussi d'avoir accepté la règle du jeu assez ouverte Alors, je propose qu'on reste là et puis qu'on invite Marc Rousseau, au titre du CRTS. Marc Rousseau est vice-président du CRTS. Et il l'est au titre des organismes de formation et de la plateforme Aphoris Bretagne. Il y a le CRTS, c'est pas un lieu très institutionnalisé. Il y a un secrétariat avec un bureau et traditionnellement, parce qu'on est plutôt dans la tradition que dans la règle, ce bureau, ce secrétariat du CRTS est présidé par un représentant des employeurs associatifs, c'est Roland Janvier que vous avez vu ce matin, et il est coprésidé par une représentante ou un représentant des départements, c'est Marion Bozek, directrice du développement social des Côtes-d'Armor, qui est cette vice-présidente, et puis par un représentant des organismes de formation, et c'est Marc qui donc conclut cette journée au titre du CRTS de Bretagne. Je vous remercie d'être encore dans les différentes salles. C'est toujours très difficile de conclure une journée qui a été dense et de prendre la parole à 16h30 parce que je pense que vous avez tous envie d'en terminer. Cela dit, je trouve que cette journée représente assez bien l'esprit du CRTS et de ce qui est possible grâce à cette initiative de nous tous, finalement, de vous tous, de nous rassembler pour réfléchir à un certain nombre de situations et les mettre en dynamique. En fait, cette journée, elle montre une fois de plus que tout ce qui existe a forcément plusieurs facettes, et en particulier que les liens nouveaux et inédits qui réunissent les hommes et les femmes n'échappent pas à cette règle. C'est le numérique, c'est un peu l'inconnu, et c'est, me semble-t-il, au cœur de l'inconnu qu'on trouve l'espoir. Si tant est qu'on prenne toujours le soin de garder l'humain et l'homme et la femme au cœur de cette question. Je ne veux pas revenir sur toute la journée, bien évidemment. Je voudrais juste faire un point sur Klaxoon, qui a été cité à plusieurs reprises, et pas forcément dans des termes toujours équivalents. Et puis, on a même reçu, et je ne veux pas censurer cette expression, puisqu'une personne a même parlé de quelque chose d'insultant, d'avoir utilisé cet outil, cette application, parce que cet outil et cette application, effectivement, elle a pu donner le sentiment de disqualifier un certain nombre de personnes qui n'ont pas pu accéder à cet outil. Alors, il ne faut pas que ce caractère insultant se retourne et devienne lui-même insultant pour tous ceux qui ont œuvré aujourd'hui pour essayer de faire fonctionner cette machine. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui n'ont pas été complètement concluantes. On aurait aimé que tout fonctionne pour les 400 personnes. On en tire des leçons, mais moi, je voudrais remercier vraiment très sincèrement l'équipe qui s'est vraiment attelée à faire fonctionner sur 4 sites en Bretagne en visioconférence pour permettre à près de 400 personnes de travailler ensemble, certes dans certains cas à distance, et de pouvoir communiquer avec des outils qui aujourd'hui ne sont pas complètement pas complètement à la main, en tout cas de ceux que nous sommes. Mais soyons un peu indulgents, parce que je trouve que l'expérience globalement elle a vraiment bien réussi, et c'est une journée qui n'était pas gagnée d'avance, pour le dire autrement. Marc, est-ce que je te propose qu'on applaudisse les collègues Brendan, Manuela qui sont en haut et les collègues qui sont dans tous les centres, parce que c'était une sacrée challenge et c'était beaucoup de travail. Merci à chacune et à chacun d'entre eux. Et tous avec leurs compétences tout à fait différentes. Je voudrais donc, pour être très très rapide, redire qu'effectivement, puisque Marc signifiait qu'il y avait un président et 2 vice-présidents, en réalité nous sommes là juste pour dynamiser un certain nombre de choses, mais il y a deux instances beaucoup plus importantes. C'est la plénière du CRTS, le président Roland Janvier le rappelle très régulièrement, c'est là que se passe tout, c'est l'originalité du CRTS. Plutôt que d'être dans une représentation assez pyramidale ou assez traditionnelle, le CRTS, c'est tous ceux qui y apportent. C'est une auberge espagnole
on en tire ce que l'on en apporte, et c'est tout à fait important d'avoir cette originalité et cette structure inédite. Et donc ce CRTS est rassembleur, il a vraiment vocation de rassembler. Son autre caractéristique, c'est d'être producteur et d'avoir une équipe qui prend tous ces éléments qui sont dans les groupes de travail, dans les plénières, et qui en fait quelque chose. Et c'est donc les différentes saisines et les rapports qui sont produits. Et enfin, le CRTS est vraiment contributeur de la réflexion générale sur des problématiques qui nous traversent. Et aujourd'hui, c'en était bien la traduction. Un mot quand même, parce qu'on a eu la chance d'avoir des personnalités importantes qui nous ont rejointes et qui sont des membres du Haut Conseil en travail social, même si tous les autres étaient très importants aussi d'ailleurs. Et nous réalisons donc là cette journée à un moment crucial. On y a fait à plusieurs reprises allusion, mais qui est la question de l'appel à manifestation d'intérêt autour de ce que sera sans doute dans le futur des déclinaisons locales du HCTS, du Haut Conseil, et ces déclinaisons locales ayant possiblement un certain nombre de missions autour des autres grandes missions du HCTS. C'est important parce que le CRTS vient bien évidemment s'inscrire dans ce paysage, non pas comme un modèle, certainement pas comme un modèle, mais en tout cas comme une sacrée expérience qui sans doute aura de l'intérêt pour ceux qui réfléchiront, et le CRTS participera à sa manière à cette réflexion. Voilà, je voulais juste dire ces quelques mots. C'est important de se dire ici que ce comité régional de travail social est un vrai outil original dont tout le monde peut se saisir, et je vous invite tous à poursuivre les travaux. La prochaine saisine portera sur, on ne sait pas sur quoi elle portera, mais vous pouvez contribuer. Justement, c'était un peu de mise en appétit, mais vous pourrez contribuer même à la définition de ce que sera peut-être les 2 prochaines années de travaux du CRTS. Je vous remercie tous, et je remercie encore tous ceux qui ont participé à la bonne réalisation de cette journée. Merci à chacun. On vous souhaite un beau week-end. On souhaite un beau week-end aux collègues sur les autres sites, et on vous propose soit en direct, soit sur Internet de suivre donc les futures étapes du CRTS. On rénove son site dans les semaines qui viennent. Bon week-end. Merci à tout le monde, merci à toutes, et très bon week-end, bon retour. A quitté la conférence. J'ai pas récupéré la liste des inscriptions pour